Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Mizan TV, nous sommes en compagnie de Sylvain Sipel pour aborder les résultats des élections américaines. Bonjour Sylvain Sipel. Bonjour. Vous êtes journaliste, ancien correspondant du Monde aux États-Unis pendant plusieurs années. Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis, marquant ainsi sa deuxième victoire à la présidence. Ma première question, Sylvain Sipel, quel facteur politique explique la victoire de Donald Trump? Il y en a deux, je dirais. Il y en a une qui est factuelle, c'est-à-dire que Biden est parti trop tard et a laissé le champ trop tard. Elle a eu moins de 3 mois pour faire campagne, alors que Trump, depuis 2 ans, il ne fait que ça, si vous voulez. Donc ça, c'est un facteur qui a forcément joué. Le deuxième, à mes yeux, le deuxième élément, c'est qu'elle a fait une très mauvaise campagne. C'est-à-dire qu'elle a fait une mauvaise campagne dans le sens où elle a fait exactement la même chose qu'avait fait Hillary Clinton quand elle a perdu. Exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de politique. Elle ne s'est pas démarquée de Biden, ce qui n'était pas une idée géniale parce que Biden avait une cote extrêmement basse. Et donc et par ailleurs, elle avait pas de programme. Elle a pensé qu'il suffit de dire, regardez, c'est impossible de voter pour Trump, parce que c'est un personnage dégoûtant, horrible, etc. C'est la fin de la démocratie, et elle n'avait aucun autre programme que ça à proposer. Or, les États-Unis vivent une période difficile, en particulier socio-économique, et donc elle a fait une très mauvaise campagne, c'est indubitable. On va entrer dans les détails au cours de cet entretien, donc pas de problème. Ma deuxième question, Trump a promis de mettre fin aux guerres. Va-t-il continuer de fournir des armes à Israël, qui est impliqué donc dans des opérations contre les populations de Gaza et du Liban? Va-t-il finalement renforcer son soutien à l'État israélien? Bon, alors, moi je vais dire une chose tout de suite. Je vais pas faire de pronostic. C'est-à-dire, d'abord parce que j'aime pas ça. on se trompe une fois sur deux. Soit on a raison, soit on a tort. Donc, et prévoir l'avenir, c'est déjà difficile. Alors, prévoir l'avenir avec Trump, honnêtement, si quelqu'un vous dit qu'il sait, il faut pas l'écouter. Donc, on peut juste répondre par des appréhensions, par des sentiments et par ce qu'on imagine être logique. Bon, la première chose, c'est que ce soit Trump, Biden, il n'y aura pas de rupture entre une présidence américaine et Israël. Il faudrait des événements. Ça a été montré ça fait 1 an qu'il y a une guerre absolument effroyable qui est menée par les Israéliens à Gaza et maintenant au Liban, et que les Américains laissent faire. Non seulement laissent faire, mais permettent que ça puisse avoir lieu dans la mesure où s'ils ne fournissaient pas les armes, Israël ne serait pas en état de faire ces guerres. Donc ça c'est une absolue certitude. Après, il y a la logique de Trump. La logique de Trump, on l'a vu pendant son mandat. Ouais, le précédent. Quand il était président. Donc, on peut penser qu'il va la poursuivre, mais il y a eu des événements qui sont intervenus entre-temps. Enfin, je vais donner un exemple qui me semble très important. Quand Trump, numéro 1, c'est-à-dire il y a 8 ans, pendant 4 ans, quand il était au pouvoir, il y avait le sentiment progressif que la question palestinienne disparaissait. C'est-à-dire qu'Israël, les dirigeants israéliens, les dirigeants saoudiens, les dirigeants marocains, pouvaient entamer un processus de rapprochement jusqu'à d'éventuelles ambassades, c'est-à-dire reconnaissance mutuelle. Parce que la faiblesse des forces palestiniennes était telle que la question petit à petit n'existait plus. C'était le rêve de Netanyahou. Netanyahou n'a cessé de dire à sa population juive, vous allez voir, pendant 60 ans, on a prétendu que c'est impossible de s'intégrer dans cette région, d'être accepté, sans qu'on résolve la question palestinienne.
Eh bien, je vais vous démontrer que c'est possible. On va avoir des accords avec les États arabes sans problème. Et la question palestinienne sera terminée. On n'en parlera plus. Il faut rappeler que 3 semaines avant le 7 octobre, pardon, quel lapsus, mais 3 semaines avant le 7 octobre, Netanyahou est à New York, il est à l'Assemblée générale de l'ONU, et il dit publiquement, quand il rentre, il dit à son peuple, j'ai rencontré les dirigeants saoudiens, j'ai rencontré le président Biden, on va faire une alliance sensationnelle. Je résume, hein. On va faire une alliance formidable. Ce sera une alliance militaire sous la couverture américaine et nous avons un accord. Ça va être signé dans pas longtemps et la question palestinienne n'existe plus. C'est fini. Le monde arabe nous reconnaît et tout le monde va venir maintenant. Alors, ce qui s'est passé le 7 octobre, on peut critiquer énormément les modalités des crimes commis le 7 octobre. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que le 7 octobre a renversé cette logique. Depuis le 7 octobre, MBS l'a dit quasi public, MBS, c'est-à-dire Mohammed Ben Salman, l'a dit presque de manière claire. Le prince d'Arabie Saoudite. Le prince d'Arabie Saoudite. Il a dit, nous voulons un accord avec Israël. Mais il ne peut pas y en avoir si on ne résout pas la question palestinienne. Et ça, c'est un changement gigantesque. Et ça place Israël dans une position beaucoup plus difficile aujourd'hui. Pour rebondir là-dessus, est-il vrai que Trump aurait demandé au gouvernement Netanyahou de mettre fin à la guerre au Proche-Orient avant son entrée en janvier en fonction? J'en sais rien. Voilà. Si je suis honnête, je vous dis, il promet tout. Il promet d'arrêter la guerre en Ukraine, il promet un accord il promet d'arrêter la guerre à Gaza. Je ne suis pas sûr moi j'ai pas entendu qu'il a dit que ça sera résolu avant son entrée en fonction. Parce que ça c'est une sorte de promesse, lui aussi. Il est tout puissant. Il résout tout, si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'il entretient avec Netanyahou une relation qui est immensément plus proche que ne l'avait Biden. Biden a fait de la politique de manière, à mes yeux, totalement erronée. C'est-à-dire qu'il a pensé que si on accorde les moyens à Netanyahou de mener sa guerre, Netanyahou fera des concessions. Mais Netanyahou n'en a fait aucune. Absolument aucune. De ce point de vue-là, si quelqu'un est capable d'obtenir des concessions de Netanyahou, je pense que Trump est dans une meilleure position que Netanyahou. Et qu'il peut obtenir des concessions. Mais évidemment, ça a laissé plus d'1 an aux Israéliens de laisser à Gaza une situation qui est cataclysmique. Cataclysmique, absolument. Mais Trump, on voit qu'il revendique le fait de ne pas avoir fait de guerre à l'extérieur pendant son premier mandat. Mais justement, si Israël venait à attaquer l'Iran, est-ce qu'il choisirait de les soutenir et de s'engager à ses côtés dans un conflit armé? Je pense que cette question ne se pose pas comme ça. Israël ne peut pas... Ça dépend pourquoi. Israël peut lancer des missiles comme il l'a fait. Mais Israël ne peut pas s'engager dans un bombardement qui serait en mesure de porter préjudice de manière radicale au potentiel nucléaire militaire iranien sans une aide américaine. C'est impossible. Ils ont besoin d'une aide, d'un engagement américain à leur côté pour y arriver. Donc, les cartes sont dans les mains de Trump. Elles ne sont pas dans les mains d'Israël. Et quand ils ont voulu le faire, Obama leur a dit, faites-le tout seul. Nous, on ne sera pas là. Et ils ne l'ont pas fait. Et donc, à l'époque,
l'état-major israélien était globalement plutôt hostile à une intervention, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que l'état-major serait favorable aujourd'hui, l'état-major israélien. Mais ils sont conscients du fait qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, de ce point, sans l'accord américain. Et c'est Israël, c'est les Américains qui ont la logistique qui leur permet de le faire. Sans eux, ils ne peuvent pas. Voilà, il faut leur livrer les armes capables de le faire. De ce point de vue-là, je ne vais pas faire de pronostic, mais je pense que la logique voudrait que Trump cherche d'abord à trouver une solution avec l'Iran qui évite une diffusion large de la guerre dans la région. Il faut se rendre compte de ce qu'on peut presque ne pas imaginer ce qui se passerait si vraiment Israël attaquait avec une aide américaine. Ce serait un bouleversement tel que c'est très difficile à imaginer ce qui pourrait se passer par la suite, pas seulement pour nous, mais aussi pour les Américains. Pour revenir donc à la politique intérieure américaine, il semble que Donald Trump ait obtenu cette fois davantage de voix de la part de certaines minorités qui ne l'avaient pas soutenu en 2016. Oui. Comment expliquez-vous ce changement d'attitude de ces groupes? Alors, je pense que d'abord que c'est un enjeu très important. Très, très important. Je pense que il y a deux éléments qui jouent. Il y a un premier élément qui est que une partie de l'électorat, qu'il soit comme on dit latino, ce sont les hispaniques, essentiellement mexicains, mais il n'y a pas que des Mexicains, hein, il n'y a pas que des Mexicains. Les gens du Moyen-Orient qui habitent, les Asiatiques, les Chinois, les Vietnamiens, etc. Bon, qui sont aujourd'hui la première immigration. Les Indiens. Depuis quelques années, l'immigration asiatique a dépassé l'immigration latino. En termes légal? En termes numériques. Il y a plus d'immigrants asiatiques, c'est-à-dire essentiellement indiens et chinois, mais aussi vietnamiens, philippins, etc., qu'il n'y a de latinos. Donc, c'est un phénomène très important. C'est un phénomène très important. Alors, juste pour répondre à votre question. Donc, il y a à nouveau un phénomène, c'est que Kamala Harris a pris pour acquis que le vote des immigrés sera toujours en faveur des démocrates. C'est vrai, pas seulement les immigrés, les minorités aussi. Les juifs, par exemple, votent historiquement depuis toujours 70% démocrates, et des fois 75%. Et moi j'ai toujours pensé, le vote démocrate, les républicains sont un peu imbéciles. Le vote démocrate, le vote des minorités n'est pas acquis aux démocrates. Il est acquis aujourd'hui, il est démocrate parce que les républicains sont farouchement anti-immigrés. C'est ça qui les fait voter pour les démocrates. C'est pas qu'ils aiment plus forcément les démocrates. Ils ont beaucoup de gens conservateurs parmi eux. Et donc, ce que je pense, c'est que là encore, Kamala Harris a fait une très mauvaise campagne. Je mets de côté les musulmans ou les arabes. Les musulmans ou les arabes, il y a eu l'affaire de la guerre à Gaza. On va l'évoquer. Je pense, d'accord, on peut en parler après. On va l'évoquer en détail. Donc c'est un cas particulier. Ouais. Mais si on prend globalement, elle a fait également une mauvaise campagne vis-à-vis des minorités. Et puis il y a un deuxième phénomène. Il y en a quand même qui ont rejoint Trump. Alors, il y a un deuxième. Non, mais elle a fait une mauvaise campagne. Ça l'a pas aidé à garder les votants qui votent pour elle. Et surtout, parce elle les a considérés comme acquis. Mais surtout, je pense qu'il y a un autre phénomène qu'on avait, sinon pas vu venir, on l'avait pas vu assez venir. C'est que, là, c'est comme ça, la société américaine a une force d'attraction absolument extraordinaire. Moi, une fois, je me rappelle, j'étais en Arizona, quand j'étais correspondant, et j'ai rencontré des Mexicains de 3e génération, ils s'appelaient Fernandez, etc., il y a Gomez, etc.,
ils avaient tous des noms mexicains, et ils disaient, les nouvelles générations de migrants, c'est plus la même culture. On se serait cru en Europe, sauf qu'au lieu d'être musulmans, ils étaient latinos, si vous voulez, et que le fait d'être musulman ne comptait pas. Mais le discours était le même. On peut pas les intégrer, on peut pas, c'est pas la même culture. C'était exactement la même, et c'était dit par des Mexicains. Des Mexicains d'origine. Des gens qui étaient là 1, 2, 3 générations. Et qui disaient, ils sont pas comme nous. Ils sont différents maintenant. C'est-à-dire que, il y a une partie de ces populations qui s'américanisent. À nouveau sur les latinos, on a oublié quelque chose. Les latinos arrivent presque tous catholiques. Parce que c'est ça qui domine l'Amérique latine, le catholicisme. Ils arrivent catholiques. Aujourd'hui, il y a 25% des latinos qui sont déjà évangélistes. Ils ont changé de religion. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, évidemment, que l'évangélisme est attractif, mais aussi que c'est une manière de s'intégrer dans la société américaine. Parce que ceux qui ont le vent en poupe aux États-Unis, ce sont les évangélistes. Et donc, il y a un passage de ces catholiques à l'évangélisme. Il existe en partie aussi au Brésil, au Costa Rica, dans d'autres pays. Il existe déjà. Mais aux États-Unis, c'est massif. C'est déjà 25% des latinos. C'est beaucoup, 25% des latinos. Et ces gens-là, naturellement, votent républicain de manière radicale parce que le pasteur leur dit de voter républicain. Comment se fait-il que beaucoup de latinos ont voté pour Trump, notamment chez les hommes? C'est ce que je viens de vous expliquer. Alors qu'il a proféré des insultes il a proféré des insultes contre les Portoricains, contre les Haïtiens, contre tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est un autre aspect de l'attirance de Trump. Vous savez, Trump avait dit une fois, je pourrais tuer quelqu'un sur la 5e avenue à New York, il ne m'arriverait rien. C'est la toute-puissance. Et la toute-puissance, elle donne un sentiment aux gens. Mais il y a beaucoup de gens qui fonctionnent finalement. Ils sont moins vulgaires que lui, peut-être. Mais ils fonctionnent assez de la même façon. Poutine est à peu près, a des choses très similaires avec Trump. Netanyahou a des choses très similaires avec Trump. Et d'autres encore. Donc, on constate que dans certains États clés du centre du pays, il a gagné une part plus importante de voix parmi les musulmans. Comment expliquez-vous ce phénomène? Cela a-t-il eu un impact significatif? C'est Gaza, hein, franchement, c'est Gaza. Il n'y a pas Alors, il y a peut-être, parce que chez les musulmans, il y a le même phénomène que chez les autres. C'est-à-dire que il y a les musulmans qui sont là depuis plusieurs générations, et il y en a qui sont arrivés depuis le 19e siècle. Hein, les premières immigrations musulmanes, c'est des gens qui viennent de la zone Syrie, Palestine, Liban. Hein? Et beaucoup sont effectivement au Michigan. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ouvriers palestiniens ou d'origine syro-libanaise dans l'industrie automobile au Michigan, parce que c'est l'état de l'automobile. Et donc eux, ils ont surtout voté Stein et un peu plus Trump. Un peu Stein, mais Stein a fait un score, voilà. Et ils ont voté plus que d'habitude, beaucoup d'entre eux, et surtout, ils n'ont pas voté. C'est ça qui s'est passé. D'habitude, ils votaient démocrate, et ils n'ont pas voté. Parce qu'ils disaient, on peut pas voter Trump, mais on va certainement pas voter Kamala Harris, qui a dit qu'elle poursuivra la politique de Biden au Moyen-Orient. Donc il n'y avait pas pour eux, il n'y avait pas pour qui voter. On a quand même vu des leaders musulmans qui ont assisté au meeting de Trump, qui sont passés devant le pupitre. Absolument. Ça, c'est la première catégorie. Ces leaders-là, c'est le même phénomène que les latinos ou les noirs qui ont appelé à voter Trump. C'est le même phénomène. C'est le conservatisme de Trump. Non. Alors, d'abord, par exemple... Ce ne sont pas des imams qui appartiennent à certaines organisations? Je ne sais. Alors, ça, je ne vais pas vous le dire parce que je ne sais pas. L'association CARE, par exemple. Non, CARE, elle représente... CARE, c'est les musulmans du pays. CARE, c'est dominé par par l'islam
de la zone Pakistan, Inde, Indonésie, etc. C'est eux qui dominent depuis très longtemps parce que la plupart des musulmans aux États-Unis, je mets de côté les Black Muslims, qui sont une catégorie particulière avec un autre passé. Mais les musulmans sont pas différents des autres. Dans les autres, il y a eu des latinos qui ont... et il y a des... Si vous voulez, chez Trump, il y a quelque chose d'attractif aussi pour les gens qui sont conservateurs. Trump déteste les homosexuels, Trump déteste les queers, etc. Tout ce débat sur les identités sexuelles aujourd'hui, c'est quelque chose qui dégoûte le camp conservateur, et donc il y a beaucoup chez les latinos, chez les arabes, ce que je sais, chez les noirs, il y a des gens qui sont attirés par Trump parce que Trump leur promet que toute cette culture nouvelle qui émerge, lui, il va les faire taire. Et ça c'est très attirant. Donc il y a le facteur Gaza. Si vous voulez, par exemple, il semble que chez les Noirs américains, il a obtenu 20%. C'est gigantesque. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est une candidate noire. C'est une candidate noire. Et 20% des des Noirs ont voté Trump, alors qu'en général, le vote républicain chez les Noirs ne dépassait pas 10 à 12%. Donc ça a doublé, ça n'est pas rien. Et un phénomène significatif de cet ordre est advenu dans les autres groupes ethniques. Mais Trump a promis justement des mesures pour le pouvoir d'achat, c'est peut-être pour ça que certaines minorités se sont tournées vers lui. Mais les conservateurs, c'est pas ça qui les a attirés. Les conservateurs, c'est la campagne sur on va rétablir l'ordre, c'est l'ordre et la morale. Ça, c'est les conservateurs. Après, il a pu attirer des gens, mais l'attraction, je pense que ce qu'il a fait gagner, c'est la question économique. Il a promis monts et merveilles, et au lieu de se démarquer de la politique de Biden, pourtant Biden, si on regarde honnêtement, Biden est le président qui depuis très longtemps a fait l'effort le plus important pour les ouvriers. Par quels aspects? Par beaucoup d'aspects. Il a Parce que nous de France, on voit pas exactement. On connaît pas concrètement ce qui mais la politique américaine. Peu importe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important, c'est qu'il est celui qui a pris toute une série de mesures favorables aux salariés, et pourtant, ça ne lui a pas bénéficié parce que tous les sondages montraient que ça ne lui, c'est pas ça qui faisait gagner Kamala Harris. Alors, je pense qu'il est possible qu'elle n'a pas du tout été identifiée à ses efforts, et elle ne l'a pas été pour de bonnes raisons, parce qu'elle ne s'occupait pas de ça. Elle n'en a pas trop parlé. Non, elle en a très peu parlé. Parce qu'il me semble très peu parlé de ce que Trump a fait. Trump a promis de rétablir l'industrie lourde, parce qu'il a fait aussi quand il s'est fait élire la première fois. Quand il était au pouvoir, il n'a rien fait dans ce sens-là. Mais il le promettait. Il a promis de rétablir, je me rappelle, dans sa première campagne, il a dit qu'il va rétablir la sidérurgie telle qu'elle existait. Enfin, personne ne peut croire que c'est sérieux. Il y a certaines personnes qui ont pu voter pour lui aussi parce que l'inflation était assez élevée pour les personnes. La question de l'inflation, ils ont réussi à la juguler, mais elle a été très importante. La hausse des prix a joué un rôle essentiel. Et même si la hausse des prix a fini quand même par être plutôt jugulée, il n'empêche que c'est ça que les gens avaient dans la tête. Et ça a été un facteur très important. Mais je pense que vous avez raison de dire que pour une partie des immigrés, ou des enfants d'immigrés aussi, ça a été important, mais pour eux, ça n'a pas été ça le facteur. C'est le conservatisme, je pense, qui les a attirés. Terminé sur les minorités, faut-il s'attendre à une augmentation de l'islamophobie sous Trump? Là encore, toutes ces questions si on se fie à ces discours, on est obligé de répondre oui. Surtout des personnes qui sont intervenues lors de ces meetings, qui ont tenu des propos clairement islamophobes. Il y a eu des propos, mais si vous voulez, est-ce qu'on peut
ce que je pense, c'est que il semble, là il est en train de constituer son équipe, Trump. Il semble qu'il a l'intention de faire dès son entrée au pouvoir, dès le 20 janvier, il a l'intention de faire je ne sais pas ce qu'il va faire précisément, mais une grande opération d'expulsion des immigrés dits illégaux. Et il a prévu d'expulser 1 million de personnes dans les plus brefs délais. Voilà. C'est ce qu'il a. C'est un de ses premiers points de campagne. Un de ses facteurs. Enfin, c'est une des mesures principales de son programme. Une des mesures initiales de son programme, bien sûr. Et pourtant, c'est une mesure qui plaît à beaucoup d'Américains. Comment vous l'expliquez? Énormément. Excusez-moi, mais cette mesure, en France, s'il y avait un référendum, je pense qu'il y aurait autant de partisans. Si quelqu'un disait, parce que 1 million aux États-Unis, c'est 200 000 en France, puisque le rapport, c'est à peu près 5 fois la population française, les États-Unis. Oui, c'est 300 millions d'habitants. Non, c'est 200 000 en France. 1 million, c'est 200 000. Non, je disais 300 millions d'habitants en tout aux États-Unis. 330 maintenant. 330, en France, c'est 65, 70. Voilà, c'est ça, 5 fois 6, 30, ça fait à peu près ça. Quelles sont les principales différences entre le Trump de 2016 et 2024 ? Qu'est-ce qui peut changer sous ce nouveau mandat ? D'abord, je ne sais pas ce qui peut changer, mais on voit ce qu'il a fait. Dans son premier mandat, il a fait une administration qui, tout de même, il a pris des gens qui étaient qu'on pouvait attendre comme étant des gens qui sont en capacité de gérer le pays. C'est-à-dire, il a pris des économistes distingués, il a pris un général, enfin, il a pris des gens qui avaient l'habitude de la gestion de l'État, etc. Et dont il pouvait espérer qu'il lui soit fidèle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la première année, elle est terrible. La première année, en 2016-17, elle est absolument terrible, parce que les gens en 17-18 plutôt, les gens qui sont avec lui, ils les virent les uns après les autres, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils demandent. Il y a, je ne sais plus combien de ministres des Affaires étrangères qui sont vidés chacun au bout de 3 mois. Enfin, et c'est le cas. Alors, cette fois-ci, visiblement, il a nettoyé complètement son entourage. Et dans son entourage, il n'y a plus que très très peu de politiciens en capacité de régner, ou de gens de la société civile. Alors, il y a Musk. Je sais pas ce qui va se passer avec lui. Je pense pas qu'il en fera un ministre, mais bon. Président de Twitter. Oui. Le président de Twitter. Enfin, le fondateur, enfin, le propriétaire de Twitter, oui. Propriétaire. Mais concrètement. Bon, revenir à votre question. Les gens qui l'entourent aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Il n'y a plus Jared Kushner. C'est plus de la famille. Il n'y a pas Jared Kushner. Il n'y a pas de ça. Ce sont des gens. Il a mis 4 ans à petit à petit organiser un groupe de gens autour de lui au premier jour de sa victoire pour agir avec lui. Et ce sont des gens qui sont beaucoup plus des idéologues que... Il y en avait déjà la première fois, mais ça semble cette fois-ci beaucoup plus présent. Un autre aspect majeur de ces élections est la défaite des médias traditionnels. Comment expliquez-vous cette victoire à contre-courant? Quel rôle ont joué Elon Musk, Twitter, Joe Rogan à travers ses podcasts? Mais pourquoi vous pensez que c'est une défaite des médias traditionnels? Je pense que ça est beaucoup moins que la première fois. Tout de même, les médias traditionnels, ils étaient anti-trumpistes, mais la plupart d'entre eux pensaient cette fois-ci que Trump peut tout à fait l'emporter. Alors que la première fois, ça leur paraissait totalement impossible. Ils avaient tous parié sur la victoire d'Hillary Clinton. Donc c'est très différent cette fois-ci. D'abord, ils avaient des sondages. La première fois, il y avait des sondages qui donnaient Hillary gagnante, et elle avait gagné de presque 4 millions de voix en plus, si vous voulez. Là, moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans les résultats électoraux, c'est pas tant qu'il gagne, parce que c'était plausible, vu la campagne de Kamala Harris. Bon, c'était plausible qu'il l'emporte, parce qu'elle faisait une mauvaise campagne. Elle n'a pas fait de campagne. Elle n'a pas fait de campagne, elle a fait comme Hillary.
regardez ce type, c'est un con. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un nul, c'est un con. Donc, moi, je suis n'importe qui serait meilleur. Donc, votez pour moi parce que je serais meilleur. Trump a subi tentative d'assassinat aussi. Oui, ça a pu l'aider, mais je pense surtout qu'il avait un programme. Il disait aux gens, voilà ce que je vais faire, et vous allez adorer ça. Elle ne disait pas aux gens ce qu'elle va faire. Vous m'avez demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'elle a. Elle a rien promis. Sur les enjeux sociaux, économiques, elle n'a rien promis. Elle ne s'est engagée à rien. Bon, ça va pas. Non, je voulais avoir votre point de vue sur la prégnance de certains médias alternatifs dans cette campagne. Alors, ça, c'est un autre sujet. Ils étaient déjà là il y a 8 ans, mais là, cette fois-ci, en particulier, bien évidemment, X, si vous voulez. C'est sûr que Twitter a joué un rôle très important. Dans quelle mesure? Quels aspects? Parce que ils ont vraiment, ils ont permis par exemple, le racisme qui aujourd'hui a envahi Twitter, la xénophobie et le racisme à carte blanche sur Twitter. C'est un truc absolument sidérant, si vous voulez. Sur Gaza, Twitter a été vraiment un promoteur. Alors, on peut aller sur Twitter et trouver des choses qui restent intéressantes, mais tout de même, là, ils ont essayé de brider, de dénoncer comme terroriste toute tentative de défense des Palestiniens. C'est quand même... Et donc ça, effectivement, ça joue. Mais, en même temps, moi, personnellement, je pense que ça joue... Ça, c'est un avis personnel, mais moi, je pense que ça joue moins que les gens ne l'imaginent. Je suis pas complotiste. Je constate quand même que le soutien aux Palestiniens, malgré Twitter, qui sont les principaux utilisateurs de Twitter, ce sont plutôt les jeunes que les gens âgés, n'est-ce pas? Eh ben, c'est chez les jeunes que apparaît le soutien montant, parce que ça, c'est un phénomène intéressant. Il y a aux États-Unis, dans la jeunesse en particulier, pas seulement dans la jeunesse, mais dans la jeunesse, et y compris dans la jeunesse juive, il y a une montée, je dirais, du soutien à la cause palestinienne, d'hostilité à Israël, de soutien à la cause palestinienne. Mais il y a l'hostilité vis-à-vis d'Israël, c'est un phénomène qui devient, aux États-Unis, absolument manifeste. Et toutes les tentatives... Alors, dans les équipes de Trump, il y a des gens qui s'occupent de faire en sorte que, sur les campus, on fasse de l'ordre, et qu'il ne soit plus possible de manifester son soutien pour les Palestiniens. Ça, je l'ai lu assez récemment dans un journal américain. Sylvain Sipel, on parle souvent de pouvoir profond aux États-Unis. De quoi s'agit-il? Quels sont les leviers de pouvoir de Trump? Peut-il agir librement comme il l'entend? Et existe-t-il des obstacles à son engagement? Oui, c'est un sujet très important. Ce qu'on appelle le pouvoir profond, l'état profond, c'est l'administration. Il y a 2 types d'administration. Il y a une administration qui est simplement comme en France, les fonctionnaires, etc. Et une autre qui sont des associations, des organisations qui sont sous contrat avec l'État fédéral ou les États locaux. C'est les 2 types voilà. Et c'est ça qu'on appelle l'état profond. C'est combien de personnes et on dit que... Pardon? C'est combien de personnes à peu près? Je ne sais pas, mais c'est des millions de personnes. Bah, c'est comme oui, comme les fonctionnaires en France. Oui, c'est comme les fonctionnaires en France, si vous voulez. Je dirais même des dizaines de millions, sans doute, aux États-Unis. Donc, mais j'ai pas un chiffre précis, hein, mais c'est pas compliqué à avoir. Donc, c'est un truc absolument fondamental de la pensée de Trump et d'une très grande partie de la pensée socio-économique des républicains. C'est-à-dire qu'il faut dégraisser. Et dégraisser, oui. Et il y a un texte qui se présente comme étant ce que Trump doit faire dans sa première année, et qui s'appelle le projet 2025. Ce texte est très long sur cette question-là, parce que la tâche est d'envergure. Il s'agit de faire en sorte que la fonction publique ne soit plus au service du public,
mais soit au service des intérêts de l'État, donc de ceux qui dirigent l'État. Alors, oui, quand le fisc, ça sert à la fois le public, puisque ça répartit l'argent, mais ça sert aussi les intérêts de l'État. C'est l'État qui décide qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Bon. Et de ce point de vue-là, il y a une volonté générale de réduire cette population, pas seulement chez les Trumpistes, chez les républicains en général. Et après, il y a la question de réduire les organismes qui sont des organismes dont on ne veut pas, parce qu'ils sont trop indépendants. Les organismes qui s'occupent de l'écologie, par exemple, qui sont j'allais dire des emmerdeurs, mais qui sont des gens qui disent non, il faut pas investir là parce que ceci, parce que cela, non. Bon, et surtout ceux qui veulent faire respecter la loi quand la loi est dérangeante pour les pouvoirs publics. Tout ça, je vais prendre un seul exemple, le FBI. Le FBI, c'est une agence de l'État. Bon, évidemment, c'est la police. Mais il y a une haine de Trump à l'égard du FBI qui est absolument terrible et qui est essentiellement basée sur le fait qu'il a peur pour son propre avenir et pour tous les procès, parce que tous les procès qui lui sont intentés, il faut qu'il y ait des enquêtes, et les enquêtes, c'est le FBI. Ou bien la justice, parce qu'aux États-Unis, c'est différent de la France, le FBI dépend du ministère de la Justice. Et non pas, et il n'y a pas un ministère il y a un ministère de la police. Bon, peu importe, je n'entre pas dans le détail. Parce que lui, il considère qu'actuellement, l'administration lui est opposée et oui, bien sûr, en partie wokisme. Mais surtout, voilà, il y a ça, mais il n'y a pas que le wokisme. Il y a surtout des choses. Je schématise. Oui, vous schématisez, mais il y a des choses qui sont quand même. Il y a, par exemple, le système scolaire. Il y a l'idée de réduire de manière drastique les subventions au système public. Déjà qu'il est terriblement en mauvais point aux États-Unis par rapport au système privé, mais là, alors il avait déjà nommé une femme ministre de l'Éducation quand il était la première fois dans son premier mandat, qui était une femme qui était ouvertement pour la disparition de l'école publique. Mais ça, c'est un exemple. Mais si vous coupez à l'école publique les fonds, bon ben, vous coupez aussi les emplois et vous coupez aussi les moyens d'enseigner aux enfants. Donc, et ça, c'est quelque chose où il va s'occuper beaucoup. Par exemple, du secteur de la justice, parce qu'il veut, il l'a déjà fait beaucoup la première fois. Il a fait nommer énormément de juges fédéraux, énormément. Qui lui sont plus favorables. Qui lui sont bien sûr, c'est lui qui les nomme, mais c'est l'État fédéral qui les nomme, les juges fédéraux. Une petite question avant ma dernière. Allez-y. Les États-Unis sont toujours une démocratie selon vous? Oui, je dirais oui. Pour conclure, quelle sera sa position vis-à-vis de la Chine et de la Russie? Russie? Vous allez demander, est-ce qu'elle l'est toujours? Je dirais oui. Voilà. Ma dernière question, quelle sera sa position vis-à-vis de la Chine et de la Russie? Gros sujet. Mettra-t-il en place des mesures économiques contre Pékin et va-t-il s'engager à mettre fin à la guerre en Ukraine? Je peux pas répondre en 3 minutes. Franchement, c'est un piège. Je vais répondre à l'Ukraine. Je pense que j'ai entendu ça ce matin à la radio. Hein, ils ont pris contact déjà, Trump et Poutine. Ce sont des gens qui, par certains aspects, d'ailleurs, c'est vrai aussi de Xi Jinping. Ce sont des gens autoritaires qui adorent les régimes autoritaires et qui c'est pas le même type d'autorité parce qu'il y a plus de freins à leur pouvoir encore, en tout cas, aux États-Unis. Mais tout de même, ce sont des personnages qui, par beaucoup d'aspects, se ressemblent et dont ils peuvent penser qu'ils vont s'entendre. Et je pense que la position alors, il n'y aura pas de surprise avec Trump. Trump a dit quelle est sa position. Il pensait que c'était une guerre dans laquelle les États-Unis ne devaient pas s'engager. Et donc, il va dire aux Européens, si ça vous intéresse, vous avez le droit de continuer à aider l'Ukraine. Il va plus financer l'armement ukrainien. Et évidemment, si l'armée américaine se retire de ce combat, ça bouleversera complètement, ça ira au-delà de l'Europe. Ça ira au-delà de l'Europe. Et les conséquences sont très importantes si ça advient. Par rapport à la Chine Par rapport à la Chine, je pense que
si vous voulez, les gens qui sont contents de la victoire de Trump, c'est, est-ce que je sais, évidemment Netanyahou, mais aussi évidemment Poutine, etc. Est-ce que Xi Jinping, lui, est content? Sans doute par certains aspects, les aspects dictatoriaux, autoritaires de Trump, et le fait que il soit protectionniste, c'est quelque chose qu'il compte. Mais en revanche, la dimension du protectionnisme de Trump, ce qu'il veut, c'est augmenter de 10% les taxes sur les produits européens et de 60% les taxes sur les produits chinois. Donc là, il y a quelque chose qui est en droit d'inquiéter énormément Xi Jinping. Et ça peut... Faut jamais... Je vous ai dit au début de l'interview que je n'aime pas les pronostics. Donc voilà, je vais pas pronostiquer. Pas de troisième guerre mondiale? Voilà, je vais pas parler de ça. Merci Sylvain Sipel. Je vous en prie. D'avoir décrypté pour nous les enjeux de cette élection de Donald Trump. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Israël contre les Juifs aux éditions La Découverte, mais aussi Nouveau rêve américain, publié aux éditions Autrement. Je remercie nos auditeurs pour leur écoute. N'hésitez pas à partager cette émission et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt sur Mizan TV.